Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc très heureux de vous retrouver pour ce dernier webinaire de l'année. Et honnêtement, difficile d'imaginer donc finir 2025 sans parler du sujet majeur technologique qui a occupé pas mal de conversations. Forcément, l'intelligence artificielle, c'est vraiment a changé pas mal de choses dans le métier, mais même dans notre pratique quotidienne pour générer du contenu ou pour toute autre action de type tertiaire. Donc avant d'avancer, posons juste quelques éléments et surtout quelque chose d'important. Oui, l'IA consomme de l'énergie et les data centers qui sont un peu le moteur de cette IA sont désormais bien sûr les premiers, enfin pèsent lourd en tout cas dans la balance énergétique et vous le savez bien sûr, ils sont soumis en plus au décret tertiaire. Donc d'ailleurs, selon le Shift Project, si rien n'est encadré, la montée en puissance de l'IA pourrait doubler sa consommation d'ici 2030. Mais c'est justement pour ça qu'il faut regarder l'IA là où elle a vraiment du sens. En tout cas, c'est la conviction qu'on a chez Sobre Énergie, là où elle crée le plus d'économies qu'elle n'en consomme et là où elle apporte de l'impact concret. Et c'est pas simplement pour, bien sûr, générer des vidéos de chats, aussi mignons soient-ils. Aujourd'hui, ce qu'on va adresser avec vous, et ce dont on va parler, c'est l'IA au service de la performance énergétique des bâtiments tertiaires, mais bien sûr tout type de bâtiments. Alors pas sur une partie futuriste, hein, c'est pas du tout de la science-fiction, mais c'est là où elle se joue réellement, c'est-à-dire nous, en tout cas, dans l'exploitation. Alors pourquoi l'exploitation? Parce que c'est finalement 90% de la vie du bâtiment qui se déroule à cet endroit, et c'est là que se décident finalement toutes les consommations, les dérives, les coûts, mais aussi le confort thermique. Et vous savez que l'atténuation et en tout cas l'impact du réchauffement joue aussi sur les occupants du bâtiment. Et pourtant, pendant des années, on a piloté cette phase d'exploitation uniquement avec du reporting assez statique, où on observe après coup, on analyse après coup et on agit parfois trop tard. Heureusement, nous, on pense en tout cas qu'il y a un vrai basculement qui est en cours grâce à l'IA. On passe en tout cas de l'IA, on passe pardon, du reporting à l'amélioration continue finalement. Pourquoi ce changement? Parce que le problème, finalement, ce n'est pas la donnée, on le verra tout à l'heure, on en a beaucoup, on en a même énormément, et le vrai sujet, c'est vraiment de réussir à l'organiser, à l'exploiter pour en tirer quelque chose vraiment d'actionnable pour les différents occupants. Et on voit qu'ils ont parfois des intérêts divergents ou qu'ils ont des préoccupations spécifiques, que ce soit des occupants, bien sûr en termes de confort, que ce soit des mainteneurs ou que ce soit tout simplement le maître d'ouvrage. Donc c'est exactement ce dont on va se parler ce matin. On va parler des deux faces d'une même pièce, l'IA qui donne de la vitesse, bien sûr, qui donne de la personnalisation, voire de l'ultra-personnalisation, et le référentiel, en tout cas, qui est aussi important, l'autre face de cette pièce, qui donne la direction, le cadre, la rigueur et qui permet de progresser dans le temps. Donc, cette fameuse amélioration continue. Donc, l'un sans l'autre ne fonctionne pas et l'IA accélère, l'IA permet d'avoir plus de personnalisation, le référentiel sécurise et c'est ensemble qu'ils rendent la performance énergétique vraiment durable. Voilà, c'est pas du tout théorique, c'est déjà sur le terrain et on va le voir notamment avec des démos très précis qui vont vous être présentés. Dans les bâtiments tertiaires, juste quelques chiffres, jusqu'à 30% des consommations énergétiques viennent de l'exploitation et jusqu'à 25% d'économies peuvent être réalisées sans travaux, donc c'est tout à fait majeur. Et alors aujourd'hui, l'exploitation devient le cœur battant de la performance énergétique. On va voir ensemble comment sortir du constat, comment entrer dans l'action, comment faire de cette exploitation un moteur de performance fiable et mesuré. Donc merci d'être avec nous pour ce dernier webinaire de 2025. On va démarrer tout de suite avec Thibaut Furnon, que je présente, qui est notre expert et directeur SI des projets SI. Bonjour Thibaut. Et notre product owner Jonas Safon, qui notamment a conçu un certain nombre de modules de la plateforme. Bonjour Jonas. Bonjour Arnaud. Alors sans plus tarder, vous le savez, on commence toujours par, après cette petite introduction, on commence toujours par prendre un peu le pouls de notre audience et c'est, je pense, un format sur lequel vous commencez à être habitués, avec deux petites questions qui nous permettent de distinguer un peu quelle est votre maturité sur ces questions, notamment la question de l'IA. Donc normalement sur votre écran,
s'affiche une première question. Utilisez-vous déjà une solution d'analyse énergétique qui est basée sur l'IA? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore émergent chez vous, une réflexion, ou est-ce que vous avez déjà une pratique de l'IA pour, alors, soit collecter les données, soit les extraire, soit les analyser, ou finalement vous êtes encore au démarrage sans avoir réalisé de véritables passages à l'action? Alors, je vois qu'effectivement, on a une très grande majorité d'entre vous qui n'ont pas encore expérimenté, ou en tout cas qui n'ont pas passé l'échelle de l'industrialisation sur leur parc tertiaire. Donc voilà, donc je pense que c'était finalement une bonne opportunité de de participer à ce webinaire. En tout cas, on va essayer de vous éclairer le plus possible. Deuxième question, sur un côté justement l'autre face de la même pièce qu'on a évoquée très rapidement dans l'introduction, c'est ce cadre de mesure des économies. Alors là, on a pris cet exemple du type IPMVP. Donc IPMVP, juste pour rappel, effectivement, c'est un cadre référentiel qui permet international, qui est notamment sous licence, mais qui permet de fiabiliser la mesure, notamment via des plans de mesure et de vérification des actions, des travaux, bref, de l'ensemble de votre parc. Et est-ce que est-ce que vous entrez dans ce type de démarche, ou finalement c'est quelque chose qui est encore plus en mode monitoring des consommations, c'est-à-dire suivi par exemple au fur et à mesure du temps? Voilà, donc effectivement, là je pense qu'il y a encore des éléments à partager, et je pense que là on fait office avec vous entre guillemets, d'information, et on est heureux de le faire, bien sûr. Donc sans plus attendre, je vous propose juste un petit rappel de qui est Sobre Énergie. Donc Sobre Énergie, c'est une filiale de la Banque des Territoires du groupe La Poste. Nous, notre mission, bien sûr, c'est d'accompagner les entreprises, mais aussi les collectivités dans la réalisation d'économies d'énergie. Donc, on est une entreprise qui existe déjà depuis 2016. On est 50 salariés. Alors, on a deux métiers. On est à la fois éditeur à travers une plateforme dont on va certainement fortement parler pendant cette session, et on supervise déjà 18 000 bâtiments, notamment, bien sûr, des bâtiments de la Poste Immobilier, mais aussi de France TV, des concessions automobiles, bref, des parcs qui sont assez variables, de très grande taille, mais aussi de taille plus réduite, de collectivités locales. Voilà. Donc, trois métiers chez Sobre Énergie: du monitoring énergétique et de mesure de la performance avec Datamark Neo, dont on va parler, des études et des audits énergétiques. On en réalise environ 250 à 300 par an. D'ailleurs, je vous le rappelle, on a encore eu un renouvellement de notre licence OPQ-IBI, qui est un gage de qualité, d'ailleurs, avec des notes tout à fait, je pense, excellentes, on a dépassé 55 à 58 sur 60, il me semble. Enfin, du management énergétique avec des énergie managers qui sont dédiés, qui s'inscrivent dans une logique d'accompagnement du maître d'ouvrage dans le suivi des actions et l'amélioration continue. Voilà, sans plus attendre, c'est le vrai sujet, notamment du jour, notamment à travers l'assistance par IA. Et je suis ravi de laisser la parole donc à Thibaut. Thibaut, à toi. Bonjour à tous. Donc merci Arnaud pour cette introduction. Donc je vais présenter aujourd'hui Neo, notre assistant IA qu'on a récemment déployé sur notre plateforme. Alors l'IA, c'est effectivement le sujet à la mode en cette fin d'année. L'objectif pour nous, c'était pas seulement de surfer sur cette mode, mais de trouver un réel intérêt à déployer un système d'intelligence artificielle sur notre plateforme. Et vous allez le voir, je pense qu'on s'est vraiment bien creusé la tête pour trouver c'est ce qui serait vraiment pertinent de déployer sur notre plateforme. Pour démarrer, un constat initial. En fait, la vraie problématique que rencontrent les personnes qui exploitent la donnée aujourd'hui, c'est pas de récupérer de la donnée, c'est le fait que cette donnée soit dispersée entre de nombreuses sources, avec potentiellement votre donnée qui est différente de celle du voisin, etc. Donc c'est compliqué d'avoir un point d'entrée unique et un point d'accès unique. Donc gros volume de données, des sources différentes, comptage, contrat, fourniture, distribution d'énergie. Ces sources de données sont nombreuses, souvent pas cohérentes entre elles, et donc c'est compliqué d'aller les analyser.
Ces analyses, elles existent, mais elles sont longues à produire, souvent réservées à des experts. Donc il y avait un réel sujet de proposer, une plateforme qui centralise de la donnée, et qui la met à disposition. Les équipes métiers, en fait, manquent d'autonomie et souvent les réponses opérationnelles, arrivent un peu trop tard. Donc c'était ça l'enjeu initial, c'était, de garantir un point d'entrée unique sur des données fiables dans lesquelles vous pouvez avoir réellement confiance. Et c'est pour ça qu'on a créé historiquement Datamark Neo, qui est notre plateforme de management de l'énergie. Juste pour rebondir, Thibaut, donc en fait, ce que tu dis, c'est que le point unique, c'est un élément premier finalement pour l'IA. L'IA en soi n'a pas une fonction magique. Il faut avoir effectivement un référentiel fiable. C'est important d'avoir quelque chose de centralisé, puisque si vous faites une analyse sur des données qui sont différentes de celles de votre collègue qui fait la même analyse, et ben forcément ça crée des erreurs. Et donc le premier pilier de Datamark Neo, c'est la centralisation des données. Donc la centralisation des données, c'est notamment les données patrimoniales, donc déjà travailler sur le même référentiel de données, quels sont mes sites, quels sont mes bâtiments, et ensuite de proposer des tableaux de bord sur la partie énergétique, donc les consommations de mes bâtiments pour pouvoir les visualiser avec encore une fois un point d'entrée unique, c'est-à-dire que quand je visualise les données, celles que visualise l'ensemble de mes collègues sont les mêmes données et donc j'ai cette centralisation de la donnée qui est disponible sur la plateforme. Le deuxième pilier, l'analyse. Alors là, c'est vraiment donner de la valeur à la donnée. Donc, arriver à extraire de cette donnée en quoi elle va réussir à être réellement pertinente pour moi. Donc, ici, en fait, on descend finement par usage, par exemple, avec les données de sous-comptage avancé, par typologie. On a aussi les audits digitalisés qui permettent de simuler des scénarios, de prioriser des actions selon leur impact et selon le ROI. Et le troisième pilier important, c'est l'optimisation. Donc, une fois que j'ai centralisé mes données, que j'ai pu les analyser, l'objectif derrière, c'est de savoir comment concrètement je peux mettre ça en place pour optimiser typiquement mes consommations énergétiques. Donc, il y a l'histoire du suivi des actions de performance énergétique. On va revenir, je crois, plus tard sur ça dans cette présentation. Et puis, j'ai mis ici aussi la trajectoire des critères tertiaires. Donc, la partie réglementaire est aussi importante. Comment je me situe par rapport à mes objectifs et qu'est-ce que je dois encore mettre en place pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc, ces éléments-là et ces trois piliers, centralisation, analyse, optimisation, c'est vraiment ce que permet de faire Datamark Neo pour les personnes qui l'utilisent au quotidien. Tout ça, en fait, s'appuie sur une gestion granulaire des rôles, des droits, des profils. Donc, en fonction de chaque utilisateur, en fait, je vais pouvoir avoir quelque chose de personnalisé. Donc, les différentes personnes qui utilisent notre plateforme voient en fait ce qu'ils ont besoin de voir dans le cadre de leur travail au quotidien. Alors, malgré ça et cette plateforme qu'on a mis en place qui répondait à ce besoin, il y avait encore une problématique qui restait, c'était, le fait que, la donnée était figée. En fait, si vous allez sur, l'ensemble des plateformes, existantes sur le marché, d'analyse de la donnée, elles vous proposent des analyses, des rapports, mais ces rapports, en fait, sont figés et ne répondent pas à des besoins personnalisés. En fait, ces dashboards, ils sont conçus pour répondre à des questions pardon, qui sont connues à l'avance, mais dès que le besoin sort du cadre, ce qui arrive finalement assez souvent, l'outil atteint ses limites. En plus de ça, les utilisateurs ont des besoins qui sont très dépendants du contexte de chacun. Des contextes qui varient selon les situations opérationnelles. Et donc, ces besoins, ils sont difficiles à anticiper dans le cadre de création de rapports statiques. Et donc,
partant de là, l'analyse repose du coup encore largement sur des experts, ce qui ralentit du coup l'accès à l'information et ce qui limite votre autonomie dans votre travail d'analyse au quotidien. Et notre réponse à ça, et c'est ce qu'on a déployé récemment sur la plateforme, c'est l'IA. Alors, l'IA, c'est l'interface naturelle, on va dire, entre l'utilisateur et la donnée. C'est ce qui va lui permettre, en fait, de poser des questions de manière extrêmement personnalisée, complètement personnalisée, pour arriver à interagir avec ces données. Donc, notre solution, nous l'avons appelée Neo, c'est donc un agent conversationnel orienté métier. Et donc, c'est vraiment pas un chatbot. On verra par la suite dans le cadre de la démo comment fonctionne Neo. C'est un vrai agent conversationnel qui est connecté de manière, alors ça c'est important, mais de manière sécurisée à vos données. Donc, il n'y a pas de risque particulier. Et donc, il y a deux facettes en fait chez Neo. D'une part, il est capable de requêter, donc d'aller regarder la donnée de votre périmètre. Et d'autre part, il a une connaissance métier, réglementaire du monde de l'énergie grâce à de la donnée fournie par Sobre Energy. Donc, un petit point, on va dire un peu technique important. On a déployé ce qu'on appelle un RAG. Donc, un RAG, c'est un système de récupération par génération augmentée. C'est un petit peu technique, mais c'est très classique dans le monde de l'intelligence artificielle. Ça permet de réutiliser en fait un modèle d'IA existant et de le booster, on va dire, avec des données qui sont propres à votre périmètre. Donc, typiquement, nous, on a à la fois utilisé des données énergétiques, réglementaires, de la documentation qui provient de Sobre Energy, aussi de la documentation autour de notre plateforme, puisque l'objectif de cette IA, c'est de pouvoir vous aider dans votre utilisation de notre plateforme au quotidien. Mais aussi du coup les données énergétiques, des données structurées avec la consommation de vos bâtiments, vos données patrimoniales, etc. Ceci étant fait, l'IA peut générer des réponses qui sont personnalisées et puis derrière aussi, il va y avoir une capacité d'exporter ces données pour que vous puissiez après les utiliser, les exploiter dans le cadre des analyses que vous souhaiteriez faire sur votre périmètre. Donc, il y a un vrai ancrage de Neo dans vos données avec des réponses qui s'appuient vraiment sur les données réelles et pas juste sur de l'information. Donc, c'est un vrai outil d'analyse et on va le voir dans la démo juste après. Usage concret et immédiat. Donc, l'objectif de Neo, c'est plusieurs choses. On l'a un peu dit juste avant, mais je me permets d'insister sur 4 points. D'abord, démocratisation de la donnée. En fait, chaque utilisateur peut avoir des besoins de données très spécifiques. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins spécifiques, du filtrage particulier, par département, par type de surface, etc. Neo, notre IA, va pouvoir répondre à chacun de ces besoins-là. Au-delà de ça, vous n'avez pas besoin d'être un expert de la data, de l'analyse de la data, un expert de l'énergie non plus. L'IA va permettre de vous faciliter votre travail au quotidien pour mettre à disposition cette donnée. Ça représente un gain de temps massif parce que vous réduisez significativement votre temps d'analyse puisque cette analyse vous est directement fournie par l'intelligence artificielle. Alors, vous pouvez derrière vous discuter avec cette intelligence artificielle pour affiner cette analyse, mais dans tous les cas, c'est un gain de temps significatif. Et puis cette donnée, cette donnée sur mesure, vous allez pouvoir l'exporter pour après éventuellement prolonger vos analyses ou la partager avec certains de vos collaborateurs. Donc, c'est ce qui permet vraiment une autonomie
de votre usage de la donnée et vous n'avez plus besoin de faire appel à un expert, ce qui était vraiment source de friction. Aujourd'hui, tout est directement disponible pour vous via l'intelligence artificielle et via Neo sur notre plateforme. Donc juste avant de passer à la démo, je me permets d'introduire le scénario de cette démo. Alors j'aurais pu imaginer plein de scénarios possibles parce qu'ils sont, voilà, il n'y a pas de limite à tous les cas d'usage qu'on peut imaginer avec l'intelligence artificielle. Qui plus est, nous enrichissons régulièrement cette IA, donc elle continue de s'améliorer au quotidien. Toutefois, donc je suis parti dans une situation précise où vous êtes un responsable énergie d'un site tertiaire et vous souhaitez d'une part comprendre les obligations réglementaires d'un de vos sites et analyser les consommations de ce site. Donc la première chose que je vais faire dans la démo qui va suivre, c'est une qualification réglementaire, donc savoir si mon site est assujetti au décret tertiaire ou non, et essayer de comprendre les obligations liées au décret tertiaire. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais essayer de voir quelles sont les consommations de ce site et faire une analyse de cette consommation au regard des données météorologiques qui ont été récupérées. Et enfin, dans un quatrième et dernier temps, je vais étendre mon analyse à l'ensemble de mon parc pour essayer de voir si cette analyse que j'ai faite de rapprochement entre la consommation et la météo, si je la généralise à l'ensemble de mes sites, est-ce que j'ai des incohérences entre la météo et la consommation de mon parc? Voilà, je vous propose qu'on commence sur cette démo pour rendre les choses plus concrètes. Donc, vous voici sur la plateforme de Sobre Énergie, de Datamark Neo. Le chatbot IA est en haut et donc vous avez vu, il y a quelques propositions de questions qu'on me propose. Je vais commencer par ma première question. Donc l'objectif, c'était de savoir si mon site est bien assujetti ou non au décret tertiaire. Donc je peux simplement taper ma question dans l'espace dédié et je vais pouvoir récupérer la réponse de l'assistant. Donc, le temps que l'assistant fonctionne, en fait, je peux le laisser tourner en arrière-plan, c'est ce que je fais là, et je vais pouvoir aller sur, par exemple, ici, le module Mon décret tertiaire de la plateforme, qui est dédié à l'analyse des données du décret tertiaire. Donc, je vais aller regarder, là, donc j'ai bien des données dans le module Mon décret tertiaire, ce qui signifie qu'a priori, je suis bien assujetti. Je vais attendre de voir quand même la réponse de l'assistant. Et donc là, il me répond qu'effectivement, je suis bien assujetti au décret tertiaire. En tout cas, ce site-là est bien assujetti au décret tertiaire. Je vais pouvoir lui demander une question sur les obligations réglementaires du décret tertiaire, donc pour pouvoir un peu contextualiser certaines choses autour de ce décret-là. Donc encore une fois, je peux mettre aussi la fenêtre sur le côté droit de mon écran et continuer de naviguer sur la plateforme le temps que l'IA réfléchisse et qu'elle puisse répondre à ma question. En général, c'est assez rapide, de l'ordre de quelques secondes. Ici, elle a bien pu me répondre et donc je vois que donc les obligations de réduction de consommation en valeur absolue, en valeur relative, ce qui se passe en cas de non-respect du décret tertiaire et les sanctions possibles. Donc, maintenant que je connais en fait les obligations, je veux savoir qu'est-ce que mon site a consommé, notamment au cours du premier semestre de l'année 2025. J'ai fait déjà ma déclaration 2024 décret tertiaire pour ce site. Je veux du coup savoir quelle est la trajectoire que prend ce site pour l'année 2025 en regardant en particulier sur le premier semestre. Donc je lui dis, est-ce qu'il peut me résumer la consommation énergétique de ce site par mois sur le premier semestre? En attendant qu'il réfléchisse, je peux vous montrer, on a un module dédié Mes sites qui permet de voir les consommations énergétiques. Donc normalement, il devrait y avoir quand même une cohérence entre les données qui s'affichent ici et celles que va me renvoyer le module d'intelligence artificielle. J'ai le détail par mois ici dans mes sites de la consommation de ce bâtiment. Donc, a priori, il devrait bientôt me répondre. Voilà. Donc, je vois pour l'ensemble des mois du premier semestre 2025 la consommation en kilowattheure totale avec une première analyse
donc une tendance à la décroissance au cours du premier semestre qui, a priori, est logique, puisque comme il fait de plus en plus doux, de plus en plus chaud entre janvier et juin, normalement, ma consommation est censée réduire et c'est bien ce que me dit le module. Je vais quand même lui demander si c'est cohérent avec les données météo qu'a rencontré le site. Donc ça fait partie des données auxquelles a accès Neo, l'IA, puisqu'on collecte aussi avec Datamark la donnée météorologique. D'ailleurs, dans l'analyse Mes sites ici, vous pouvez voir la consommation mensuelle du site et le trait rouge, c'était la température extérieure observée. C'est d'ailleurs avec cette température, avec ces données météo, qu'on peut faire la consommation corrigée, qui est celle qu'on affiche ici, donc consommation qu'on va corriger par rapport aux données météo. Voilà, Néo m'a répondu, donc il me répond en fonction des DJE et de la température extérieure et il observe que la tendance est globalement cohérente avec les conditions météorologiques. Donc il y a bien une vraie corrélation entre ma décroissance de consommation au cours du premier semestre et la température extérieure et du coup les degrés jours unifiés observés. Donc là, c'est là où j'élargis, donc cette dernière question va élargir mon sujet. Je vais essayer de regarder si sur l'ensemble de mon parc, il y a bien une cohérence entre les données météo et les données énergétiques. Donc là, pareil, ça me permet de montrer d'autres modules de la plateforme. Le module Mon Parc, c'est ce qui va agréger l'ensemble des données sur l'ensemble des sites de mon parc et je vais pouvoir voir du coup les consommations énergétiques de l'ensemble des éléments de mon parc. La vraie plus-value ici, c'est que de base, ce type d'analyse, savoir si il y a un lien entre météo et consommation pour chacun de mes sites, c'était compliqué. Ici, il m'a repéré les incohérences entre la météo et les consommations de certains éléments de mon parc. Je vais pouvoir exporter ces données au format Excel et donc ensuite, je vais pouvoir exploiter ces données-là. Voilà pour cette démo. L'objectif, c'était de bien souligner un cas d'usage spécifique de la plateforme. Merci Thibaut, donc merci pour cette démo. Alors juste un petit rappel, puisqu'on a vu cette démo en détail, un petit rappel que vous pouvez tout à fait poser des questions dans le chat normalement se trouve sur la droite de votre interface. Donc n'hésitez pas à poser des questions si cette démo notamment vous a intéressé. Donc je pense que c'est plutôt, ça apporte quelque chose au marché, à vos usages pour répondre à vos besoins. Et on va enchaîner notamment avec Jonas, notamment on parlait des deux faces de la même pièce, entre d'un côté l'ultra personnalisation pour répondre aux besoins des différents utilisateurs, et puis de l'autre côté l'exigence d'un cadre de référence qui nous permet ou qui vous permet justement de vous améliorer et de baisser vos consommations à travers un cadre partagé pour aligner l'ensemble des acteurs autour du bâtiment. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas aussi à noter vos questions sur ce sujet également et je laisse la main à Jonas. Merci beaucoup Jonas. Merci Arnaud et merci à Thibaut pour sa présentation de l'IA. Dans ma partie, je vais plutôt vous présenter ce que nous préconisons comme approche à Sobre Énergie pour passer de l'analyse, comme on l'a vu avec l'IA, à l'action. Et surtout, pour maîtriser l'impact des actions que vous mettez en place. Car réussir à investir dans son patrimoine via une plateforme qui vous permette de piloter vos données et investir dans votre patrimoine grâce à des travaux d'économie d'énergie pour le valoriser énergétiquement est une chose, mais encore faut-il maîtriser l'impact et la rentabilité de ces investissements. Nous allons donc parler des étapes après la décision. Quels sont les outils qui permettent de faire en sorte que la bonne décision amène au bon résultat concrètement? L'enjeu principal qui nous concerne à ce stade est donc de passer de l'analyse à l'action concrètement, ou plus précisément, comment transformer les gains théoriques envisagés en gains réels post-travaux. La démarche de travaux sur un bâtiment ou un parc immobilier s'échelonne en plusieurs étapes. Dans un premier temps, la planification. Donc on l'a vu, analyser son parc, c'est une chose, mais il faudra aussi identifier les travaux et quantifier les gains.
Pour cela, sur Datamark Neo, nous avons 2 modules. Donc, le module d'audit digitalisé qui viennent à la suite des audits que nous réalisons pour nos clients et qui permettent de centraliser les clients sur la plateforme afin que tous les utilisateurs puissent y avoir accès à tout moment. Et puis, ça permet de filtrer les actions sur l'ensemble d'un patrimoine lorsqu'on a fait plusieurs audits. Et le module de projection des gains de travaux. Donc ça, c'est une fois qu'on a les audits, qu'on les a digitalisés, on va pouvoir projeter ces travaux sur son patrimoine pour anticiper les gains qu'on peut réussir à réaliser sur son patrimoine et anticiper les échéances des travaux, notamment donc comment on va les réaliser, à quelle date et les économies qui vont être générées concrètement à partir des consommations qu'on a identifiées sur le parc. Puis dans un deuxième temps, on va pouvoir mettre en œuvre ces travaux. Donc, élaborer les contrats de performance énergétique qui, comme nous le verrons par la suite, vont être très utiles justement pour maîtriser sa performance et valider et réaliser les travaux. Dans un troisième temps, on va pouvoir suivre les résultats de ces travaux. Dans les dashboards classiques, on suit ces résultats par l'identification de la baisse des consommations de l'ensemble du parc. Mais comme nous le verrons, ce n'est peut-être pas suffisant. Nous, ce qu'on utilise, c'est un module de mesure des économies de travaux et ça permet de comparer les économies qui sont dans les objectifs théoriques avant travaux vs les économies réelles qu'on va pouvoir observer sur son parc. Puis dans un quatrième temps, on va pouvoir soit ajuster les modèles qui nous permettent de mesurer en ajustant la mesure des économies, ou bien engager des actions correctives qui permettent de se remettre dans le droit chemin par rapport aux travaux qu'on a réalisés et aux conditions dans lesquelles, post-travaux, on observe les économies. Donc, engager des actions correctives comme les consignes de température ou bien les conditions d'usage des sites. Et une fois qu'on a réalisé ces 2 actions, on va pouvoir demander une compensation au prestataire des travaux si on constate une sous-performance ou bien partager les gains avec le prestataire si on constate une surperformance. Et je reviens sur chacun de ces points. Donc, dans un premier temps, la planification, nous allons voir pendant la démo, mais vous avez quelques captures ici. Donc, le module d'audit digitalisé qui vous permet de faire remonter les actions sur la plateforme. Et puis, un module de projection des gains de travaux. On va pouvoir échelonner dans le temps les actions qu'on a pu identifier sur les consommations du bâtiment pour voir l'impact global que cela aura. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à qu'est-ce que le contrat de performance énergétique. Donc, afin de mettre en œuvre les travaux, le dispositif contractuel du contrat de performance énergétique est fortement plébiscité et nous allons voir pourquoi et comment il se met en place. Donc, le contrat de performance énergétique, c'est un accord contractuel entre un maître d'ouvrage et donc une entreprise, une collectivité et une société de services énergétiques afin d'atteindre un objectif de diminution de consommation. Le contrat porte sur les moyens mis en œuvre pour parvenir à cet objectif, les délais dans lesquels on va réaliser des travaux, les prestations complémentaires à ces travaux. Mais le point important est qu'il garantit l'atteinte de l'objectif par des clauses d'intéressement et ou de compensation. C'est-à-dire qu'on va, mettre en place une obligation de résultat plutôt qu'une obligation de moyens, comme c'est le cas comme c'était le cas avant avec les travaux conventionnels et jusqu'à présent. Ce qui permet d'opérer un transfert de risque et de responsabilité du prestataire, du maître d'ouvrage au prestataire de travaux. C'est le prestataire des travaux qui devient garant de l'impact promis par ces travaux. Et c'est pour ça que ce dispositif est plébiscité. Une fois que ce contrat est établi, on réalise les travaux. Donc, par une entreprise qui est en charge des travaux, qui peut être ou pas l'opérateur spécialisé de services énergétiques avec lequel on a contractualisé ce contrat de performance énergétique. Et nous, à Sobre Énergie, on se place comme tiers de confiance qui mesure les gains et qui accompagne en fait ce contrat
dans sa réalisation, sa mesure des gains, et qui va donc permettre de mettre en place cette garantie post-travaux qui permet de constater en cas d'atteinte des objectifs, ou plutôt en cas de non-atteinte, qui va permettre aux clauses du contrat, aux clauses de garantie du contrat de s'appliquer. Une fois que ce contrat a été réalisé, on va pouvoir réaliser les travaux, tout simplement. Donc, le prestataire des travaux réalise les travaux auprès du maître d'ouvrage. Et une fois que ces travaux auront été réalisés, c'est là que notre plateforme entre en jeu. On va passer à la phase de suivi post-travaux, dans laquelle on va venir mesurer les économies d'énergie réellement observées. Donc, pour cela, il va falloir alimenter le modèle que nous utilisons. Donc, pour cela, nous, on utilise 1 an de consommation avant travaux, 1 an de consommation du site, donc avant travaux, et 1 an de paramètres d'influence. Comme, par exemple, celui qu'on utilise systématiquement, c'est la météo pour les consommations de chauffage. Mais on peut aussi utiliser d'autres paramètres d'influence, comme l'usage du site, le nombre de personnes présentes sur le site, ou bien, par exemple, si on est sur un site qui a une forme de production, on va pouvoir utiliser des paramètres de cette production-là pour alimenter notre modèle de prédiction de consommation pour qu'il puisse mesurer correctement l'impact des travaux en prenant en compte la variabilité donc, du climat ou des paramètres d'usage. Et puis, on a aussi des prérequis d'études qui sont, par exemple, les gains des travaux. Mais ça, comme on l'a vu, les audits digitalisés qu'on a importés sur la plateforme nous permettent déjà de le connaître. Donc, ce prérequis-là, en principe, on l'a systématiquement. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre en place le protocole de mesure et de vérification selon un référentiel reconnu dans le monde de l'énergie, qui est le référentiel IPMVP, qui permet donc de prendre en compte les variations de climat et les variations des paramètres d'influence dans le calcul de la performance. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que peu importe le climat qu'on aura observé d'une année sur l'autre, on va pouvoir dire ça a été l'impact, ça a été une diminution de consommation qui est issue des paramètres de la baisse, par exemple, de la douceur de l'hiver, ou ça a été des économies d'énergie qu'on observe grâce aux travaux. On va pouvoir isoler en fait l'impact de chacune de ces influences. Et donc, principalement, l'influence qui nous intéresse, c'est l'influence des travaux qu'on essaie d'isoler au maximum pour mesurer s'ils sont à la hauteur de ce qu'on espère. Et donc, ça nous donne deux résultats à la fin. C'est les consommations de notre objectif théorique, donc ce qu'on aurait dû consommer en principe avec ces travaux, et on va pouvoir les comparer aux consommations réelles qu'on vient observer sur le site, en récupérant tout simplement les consommations énergétiques des compteurs, comme on le fait d'habitude. Et donc, une fois ce suivi fait, on va pouvoir on va pouvoir prendre du recul et se poser d'abord 2 questions. C'est est-ce que les paramètres d'influence sont-ils toujours pertinents et sont-ils toujours bien récoltés? Donc ça, c'est simplement un travail continu de récolte et de se poser la question si c'est toujours pertinent. Donc ça, ce sont nos experts qui le font. Et est-ce que les conditions post-travaux prises en hypothèse sont-elles observées réellement? Donc, par exemple, si on vient mettre en place une isolation thermique par l'extérieur, un changement de la chaudière, est-ce que les consignes de température qui sont prises en hypothèse lorsqu'on a fait l'audit énergétique, lorsqu'on a prévu ces travaux-là, est-ce que c'est bien ce qu'on observe sur le site après travaux pour pouvoir faire en sorte que le modèle calcule les bons gains théoriques et correspondant à la situation qu'on observe. Une fois qu'on s'est posé ces 2 questions et qu'on a ajusté notre mesure après s'être posé les questions, on va pouvoir passer à l'application de la garantie contractuelle. C'est ce qui nous intéresse finalement. C'est est-ce que mes travaux ont sous-performé? Dans ce cas-là, s'ils ont sous-performé, je vais pouvoir demander à mon prestataire une compensation, car les travaux ne sont pas à la mesure de ce qu'il m'avait promis et de ce que j'ai payé. Donc, c'est une garantie de résultat. Et donc, ça va
donner la responsabilité aux prestataires de réaliser les travaux correctement, de les suivre et de faire en sorte qu'ils atteignent les bons résultats. Et si les travaux surperforment, on va pouvoir partager les gains avec le prestataire. C'est-à-dire que le prestataire, ça ne va pas que dans un sens, il va pouvoir être intéressé sur les travaux. Donc, s'il réalise des travaux qui sont particulièrement efficaces, il va pouvoir être rétribué sur l'efficacité qu'il aura pu mettre en place. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Je vais maintenant passer à la démo du module pour que vous puissiez voir eh bien, en live comment ce module se comporte et comment on peut l'utiliser au quotidien et le mettre en place rapidement sur son parc dans ses projets énergétiques. Donc, dans un premier temps, on a un module Mes audits dans lequel on retrouve eh bien, les audits qui ont été réalisés sur le site. Donc là, j'ai sélectionné un des audits que j'ai pu réaliser et puis je constate donc quelques informations préliminaires sur cet audit et les actions qui ont été identifiées par les auditeurs et qui ont été ensuite digitalisées sur la plateforme. Donc, ces actions, elles sont regroupées et puis elles permettent de donner rapidement tous les KPI d'importance pour ces audits, d'importance et qui permettent à l'échelle de tout un parc de, par exemple, eh bien, filtrer et retrouver rapidement toutes ces actions via donc un module qui est dynamique et non des rapports qui vont finir bien souvent dans des casiers et relus que trop peu rarement. Excusez-moi, j'ai fait j'ai cliqué à côté. On va pouvoir retrouver les scénarios de ce site en cliquant assez simplement sur notre site. Et donc, de la même façon qu'on voyait les actions, on voit les scénarios et les KPI principaux qui nous permettent de décider rapidement. Et puis, un graphique qui nous permet de mesurer rapidement eh bien, le temps de retour sur investissement par rapport aux gains énergétiques. Et donc, voilà, encore une fois, des visualisations qui permettent de choisir rapidement et facilement chacune de ces actions. Une fois qu'on a ces actions-là digitalisées, on va pouvoir passer dans un module, donc le module éco-projection, qui va vous permettre de projeter dans un temps futur votre action pour mesurer son impact sur vos consommations énergétiques. Donc là, par exemple, j'ai déjà projeté l'installation d'une GTB et je vais pouvoir projeter une action supplémentaire que je souhaiterais faire, par exemple, en juillet 2026. Donc, cette action va s'activer en juillet 2026. Je vais venir sélectionner voilà, ce scénario-là ou un autre en juillet 2026 et on va le voir s'activer. On peut aussi projeter un peu plus loin dans le temps. Voilà, par exemple, avril 2027, histoire d'avoir un petit peu plus de visualisation sur les consommations énergétiques. Et donc, je vois l'impact de ces travaux-là. Donc, une première baisse lors de l'installation d'une GTB, une deuxième baisse lors de la mise en place d'un scénario qui va un petit peu plus loin que l'installation d'une GTB. Et donc, un résumé des consommations énergétiques globales qu'on a sur le parc. Une fois qu'on a projeté ces actions, on va pouvoir réaliser les travaux. Et une fois que ces travaux sont réalisés, on vient les indiquer dans le module via un formulaire assez simple. Donc là, on a installé une GTB et puis on a passé sur donc, un scénario optimal donc, qui contient l'installation d'une GTB et l'installation de panneaux solaires en l'occurrence. Donc, on vient simplement indiquer les travaux et la date de fin de travaux de ces travaux. Et en finalité, ce qui nous intéresse réellement, c'est une fois qu'on a indiqué ces travaux au module, comment est-ce qu'il nous indique donc, la performance des travaux. Donc, l'installation d'une GTB, l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur une toiture. Et on va pouvoir voir, donc, retrouver les travaux qui ont été installés ici sur notre frise chronologique, donc qui ressemble un peu à la projection, sur laquelle on vient donc observer où ont été réalisés ces travaux. Et on va pouvoir suivre dans le temps eh bien, notre objectif théorique, c'est-à-dire les consommations, enfin l'économie qu'on devrait observer, et l'économie réelle de mois en mois, qui peut donc être au-dessus ou en dessous de notre objectif théorique.
Et donc, mois par mois, on va pouvoir rechallenger avec son prestataire des travaux notamment, eh bien, la performance des travaux et ce qu'il y a à mettre en place pour eh bien, essayer de suivre au mieux cet objectif. Et donc, sur l'ensemble de la période, on va pouvoir retrouver l'objectif théorique vs le réel, et donc suivre la performance globale des travaux qui auront été réalisés. On va pouvoir conclure. Hop, je te repasse la main, Arnaud. Pour une... Merci Jonas. Donc normalement là vous devriez voir mon écran effectivement. Donc juste pour conclure effectivement, pour résumer, tu as représenté ça sous la forme d'escalier. Je te laisse juste resynthétiser les 5 étapes qui sont nécessaires dans une démarche de performance énergétique avec ce cadre IP MVP qui est fondamental finalement pour avoir la bonne direction. Tout à fait. Donc, pour résumer, la vision qu'on essaye de défendre à Sobre Énergie, c'est que l'on considère que pour atteindre la performance ciblée, il faut mettre en place une garantie de performance entre le prestataire et le maître d'ouvrage, afin de transférer le risque à celui qui réalise les travaux, afin de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Et j'ajoute un point important. L'intérêt de ce transfert de risque apparaît notamment lorsque l'on souhaite obtenir des financements pour réaliser ces travaux. Et pour mettre en place cette garantie contractuelle, il faut s'armer d'un référentiel de mesures solides et d'un outil centralisé que toutes les parties prenantes peuvent consulter. Pour cela, il faut avoir des données de qualité et un calcul automatisé pour étendre la méthode à grande échelle. Et ces éléments ne sont pour nous adressables que depuis une plateforme de management de l'énergie et des experts pour accompagner l'implémentation des projets. Avec Datamark, nous proposons de mettre à disposition les 3 premiers piliers de la réponse à cette problématique. Merci beaucoup Jonas. D'ailleurs, je précise qu'on a fait beaucoup sur l'année 2025, pas mal de webinaires, notamment avec nos amis du monde juridique, en fait, et pas mal de cabinets d'avocats. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, notamment de mettre en place encore une démarche encore plus coordonnée, notamment avec eux, pour justement arriver à cet escalier, cet escalier de l'amélioration continue, vous l'avez compris. Donc, simplement, et je pense que là, il y a déjà quelques questions dans le chat, donc on va essayer d'y répondre là dans le quart d'heure qui est devant nous, pour essayer de tout simplement de vous apporter toutes les précisions. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de réactions, donc je vais essayer de synthétiser ces questions. La première question, c'est une question assez technique sur notamment la dimension plutôt, alors plutôt module mon éco-performance, c'est-à-dire le côté suivi des travaux. La question, c'est comment faites-vous les calculs de DJU récents, sachant que les informations météorologiques ne remontent que 6 mois, voire 1 an plus tard. Il me semble que je te laisse répondre, Jonas. Oui, je prends la main. Donc, ces informations météorologiques ne remontent pas pour nous 6 mois plus tard. On les a au jour le jour, on les a au jour J+1 du moment où elles sortent, grâce à des données Météo France qu'on vient récupérer, qui les mettent à disposition grâce à l'API. Donc, on vient les récupérer vraiment au jour le jour pour pouvoir bien les consommer, les mettre à disposition soit de l'IA, qui peut les contextualiser avec les consommations, soit du module éco-performance pour mettre en place justement tous les calculs que je viens de présenter. Merci Jonas. Donc ça, une première réponse effectivement. Donc deuxième question qui porte plutôt sur Néo là. Une question, on a vu qu'il y a une couverture de réponse qui est assez large avec différents aspects à la fois fonctionnels, énergétiques, patrimonial. La question c'est dans la démonstration, quelle source de données a-t-elle été utilisée par Néo pour toi, Thibaut? Merci pour cette question. Donc, dans la démonstration, il y a une première question qui portait sur les données patrimoniales, savoir si le site était assujetti ou non au décret tertiaire. Donc ça, c'est les informations qui sont renseignées directement par les utilisateurs de la plateforme sur la plateforme. La deuxième question qui portait sur la réglementation décret tertiaire, ça c'est issu de la base documentaire de Sobre Énergie pour enrichir notre assistant de connaissances spécifiques sur la réglementation décret tertiaire. Ensuite, il y a eu des questions autour des consommations d'un site.
Donc là, c'est directement des données propres aux consommations du bâtiment de l'utilisateur qui a posé la question. Question sur les DJU, donc là, ça exploite typiquement les données météorologiques, source Météo France, dont parlait Jonas pour répondre à la question précédente. Et donc voilà, il a même la dernière question sur l'ensemble du parc, en fait, exploiter l'ensemble des données énergétiques, donc des consommations énergétiques qui sont notamment remontées par les distributeurs d'énergie. Merci Thibault. Là, donc on voit finalement toute la couverture finalement des données et des fonctionnalités que peut opérer Neo par cette réponse. Finalement, tu viens de montrer que les requêtes en langage naturel par les utilisateurs peuvent avoir un panorama, enfin en tout cas un spectre assez large sur les données de manière générale. Deuxième question, et là effectivement c'est une question plus aussi sur Neo. Donc on voit qu'il y a un intérêt effectivement sur Neo. Donc je lis la question, hein. Je comprends que Neo est un outil de lecture de données. Alors, lecture de données, on peut éventuellement en débattre, mais et d'analyse, effectivement, vulgariser, effectivement, pour simplifier. Neo peut-il également prendre la main, alors derrière le mot prendre la main, je pense qu'il faut analyser cette formule, sur une GTB dans le pilotage technique d'un bâtiment, suivant les consignes spécifiques d'optimisation et de consommation. Voilà, c'est un premier point. Exemple, gestion des CTA, des données hygrométriques, notamment pour des bâtiments complexes tels qu'une piscine. Donc voilà, il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a du pilotage finalement? Je te laisse répondre. Alors je vais répondre sur ce que permet de faire Neo à ce stade et pas sur ce qu'on pourrait envisager de faire par la suite, ce qui permettrait probablement de répondre plus positivement à cette question. Mais effectivement, vous avez bien ciblé ce que permet de faire Neo à date. C'est une lecture des données du périmètre du client et une analyse de ces données-là. Donc à ce stade, Neo ne permet pas d'envoyer des ordres de pilotage via des GTB ou autres. C'est hors du périmètre de ce que permet de faire actuellement l'outil. Donc derrière, ça ouvre quand même des potentialités quand même importantes sur de l'effacement, là, ce que vous semblez dire, et notamment, donc s'il y a du pilotage, s'il y a des GTB en place, on peut imaginer faire de l'effacement sur certains usages, mais effectivement, en l'état actuel, ce n'est pas le cas. Et pour le coup, nous, on est dans un usage de démocratisation de la donnée pour rendre finalement autonomes les utilisateurs. Vous l'avez bien compris, et de ce côté-là, il y a quand même encore pas mal de choses à faire. Maintenant, effectivement, on regarde aussi ces aspects de flexibilité avec un grand intérêt, puisque vous le savez, c'est un levier, notamment via la GTB, de pouvoir finalement aussi en lien avec la réglementation du décret BACS. On regarde aussi cela avec grande attention, et il y a d'autres acteurs, notamment qui monétisent les kilowattheures effacés, qui permettent justement d'apporter encore éventuellement des revenus supplémentaires aux maîtres d'ouvrage dans ces mécanismes d'effacement. Voilà. D'autres questions quelle est la durée d'un contrat de performance énergétique? Donc là, c'est, je dirais, assez aléatoire. Pour le coup, généralement, c'est des durées assez longues. Alors souvent, il peut y avoir des logiques de tiers financement. Juste, je vous prends, nous, on a été effectivement via la Banque des Territoires, par exemple, qui est un produit financier qui s'appelle l'intracting, peut aller jusqu'à 13 ans sur des conventions de financement, jusqu'à 13 ans. Après, ça peut être beaucoup plus court, ça peut être 5 ans, ça peut être 8 ans. Là, pour le coup, ça dépend un peu du cadre, si vous êtes une collectivité locale dans un contexte public ou si vous êtes dans un contexte privé. Pour le coup, je dirais c'est conventionnel, et si vous êtes dans un contexte privé, vous pouvez définir la durée qui répond à votre besoin. Je rebondis là-dessus, je pense que ça va beaucoup dépendre de la nature des travaux. Quand on est sur des travaux sur l'enveloppe, des travaux assez lourds, on va avoir tendance à avoir des contrats de performance énergétique qui veulent aller loin. Et puis sur des contrats, sur des travaux qui parlent plus de système énergétique qu'on vient mettre en place, on va essayer de raccourcir un peu. Ça va dépendre du temps de retour sur investissement des travaux qu'on envisage. Tu as pris l'exemple de la GTB, par exemple, là, dans le cadre de la démo sur mon éco-performance, le ROI réglementaire des solutions de BACS, par exemple, effectivement, c'est 10 ans.
et ça peut être justement un élément à prendre en compte dans la mise en œuvre de votre contrat de performance énergétique. 10 ans peut être un bon horizon, mais ça peut être 8 ans aussi également. Voilà. Est-ce que donc une question qui porte sur l'IA, Thibaut, également. Est-ce que vous pensez que l'IA pourra gérer les installations en agissant directement sur la GTB? Bon, ça reprend un petit peu la question précédente. Ouais, donc enfin ma réponse sera assez similaire à la question précédente, mais vu qu'elle est posée au futur, est-ce que l'IA pourra gérer les installations? Je dirais que vu les progrès qui sont faits et de notre côté aussi sur les outils d'intelligence artificielle, c'est une probabilité importante, oui, que Neo puisse agir via des ordres qui seraient posés en langage naturel dans la conversation avec lui, d'agir sur la GTB. À la condition, évidemment, que ces GTB soient interopérables et qu'on puisse écrire sur ces GTB les ordres nécessaires. Voilà, donc ça peut restreindre un petit peu le champ d'action et l'interopérabilité des GTB en place. Alors, si c'est des GTB futures, on peut supposer qu'elles soient plus interopérables que celles existantes qui sont éventuellement un petit peu plus, entre guillemets, bunkerisées et moins, on va dire, ouvertes à des systèmes tiers. Après, je vais prendre encore une ou deux questions. Bonjour et merci pour la présentation. OK, super. Concernant la plateforme, est-ce que l'IA facilite la saisie et le paramétrage initial du site? Donc ça va être une question pour toi, Thibaut. Comment récupérez-vous les données terrain du bâtiment, compteur physique, synoptique de distribution, compteur connecté sur GTB ou non-évolution des bâtiments de température intérieure, cette part fixe étant importante avec avez-vous identifié un seuil qui rendrait les petits bâtiments inaccessibles à votre solution? Donc il y a beaucoup de questions dans cette grande question. Je vais reprendre dans l'ordre. Est-ce que l'IA facilite la saisie et le paramétrage initial du site? Oui, dans le sens où, en tout cas, l'IA facilite la compréhension du fonctionnement de la plateforme et donc peut vous décrire facilement comment rentrer facilement les informations sur la plateforme. Après, il y a d'autres systèmes qu'on a mis en place hors IA pour faciliter le paramétrage. Comment récupérez-vous les données de terrain du bâtiment? Alors là, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est du coup, enfin, on s'interface avec les principaux distributeurs d'énergie pour collecter la donnée énergétique. On a déjà mis en place aussi des solutions pour collecter de la donnée de la GTB, du sous-comptage, les données d'audit aussi qui sont collectées. Enfin, il y a tout un tas de connecteurs de données en fait qui nous permettent de collecter les données dites terrain. Est-ce qu'il y a un seuil qui rendrait les petits bâtiments inaccessibles? A priori non. En fait, notre outil est déjà utilisé pour des petits bâtiments, donc il n'y a pas de raison que les petits bâtiments soient inaccessibles. Voilà, on fonctionne aussi bien pour les petits bâtiments que pour les plus gros. Je vous propose de prendre encore une dernière question et puis après on va effectivement devoir conclure. Est-ce que l'IA permet d'identifier les dérives sur les consommations et d'exprimer à quoi elles peuvent être dues, fuite, surconsommation de chauffage? Dans votre utilisation de l'IA, est-ce que vous en servez pour avoir une exploitation dynamique, réagir instantanément ou vous en servez principalement pour poser des questions? Alors pour répondre à cette question, oui, l'IA permet d'identifier des dérives. C'est un peu dans la démo, c'était un peu l'objectif en montrant le rapport avec les données météorologiques. Est-ce qu'on s'en sert pour une exploitation dynamique? Je veux dire, on a aussi mis en place des systèmes d'alerting qui sont plus efficaces pour prévenir rapidement les utilisateurs. Est-ce qu'on s'en sert principalement pour poser des questions? L'objectif, en fait, vraiment, c'est aussi de faciliter l'interaction entre l'utilisateur et la donnée. Donc, oui, on s'en sert à ce stade principalement pour poser des questions ou en tout cas pour interagir avec la donnée, avoir des analyses simples autour de cette donnée et pouvoir aussi exporter cette donnée.
Merci beaucoup Thibaut pour tes réponses et Jonas également. Donc on va devoir clore cette session. En tout cas, on a été ravis de terminer cette année 2025 qui a été riche en webinaires puisqu'on en a fait plus que, il me semble qu'on a atteint 16 webinaires. Donc vous voyez, on n'a pas chômé en 2025 et en 2026, ça va s'accélérer. Donc pour aller plus loin, en tout cas, sachez que vous pouvez aussi essayer gratuitement la plateforme. Vous avez un petit QR code qui s'affiche pour créer votre propre compte. En tout cas, on peut interagir avec vous pour le créer sans difficulté. N'hésitez pas à vous créer votre compte ou en tout cas demander la création d'un compte via ce QR code. Et aussi également, on a pas mal de contenu puisqu'on a quand même pas mal réfléchi sur les différents sujets à la fois de contrats de performance énergétique ou éventuellement de guides de financement, sachant que derrière, il peut y avoir on a évoqué la Banque des Territoires, par exemple, pour si vous êtes une collectivité publique, notamment pour les mécanismes d'intracting qui sont liés souvent à une démarche de performance énergétique, mais sur la partie privée également avec des CPE. Donc, n'hésitez pas à consulter ces guides de financement. Et puis, pour terminer, donc juste en synthèse, donc je remercie beaucoup Thibaut et Jonas. Merci à vous pour ces explications. Nous, en tout cas, on est persuadés que la performance énergétique, c'est l'amélioration continue, c'est pas simplement un événement ponctuel, c'est un processus vivant et que les plateformes qui sont capables de structurer la donnée, donc effectivement, on fait un certain job, mais il faut dépasser et ce dépassement, en tout cas, passe par l'utilisation d'agents conversationnels comme Neo, et on est ravis d'apporter cette contribution au marché et aux utilisateurs maîtres d'ouvrage. Le deuxième point, c'était effectivement le cadre de référence qui permet l'amélioration continue, notamment avec l'IPMVP, pour justement éviter les économies fantômes, éviter les effets de rebond. En tout cas, c'est ça qui nous permet d'avoir une fiabilité dans l'amélioration continue. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce dernier webinaire de 2025. Et puis, on vous souhaite un très bon Noël, de très bonnes fêtes, et puis en route pour 2026. N'hésitez pas à nous suivre si vous souhaitez évidemment découvrir de nouveaux contenus, nous suivre notamment sur LinkedIn. On sera ravis de vous informer des prochains contenus. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne fin d'année et puis à bientôt en 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.